Bonjour, Estef Ayacuyer, le moulin de cuyer.com. Alors, Bratislava, Slovaquie, 23 mars 2020. Je vais rejoindre Kiev, Ukraine, dans peu de temps. Je suis chercheur autodidacte en sciences humaines. J'ai un doc de biologie. J'écris des livres, autant destinés aux experts qu'au grand public, qui vont commencer à sortir dans moins de 2 mois. Pour comprendre à quoi je fais référence dans mon expression, mes références, mon humour, vous avez besoin de ces 2 points. Je viens de ce que vous appelez France, que j'appelle Occitanie, et j'ai 38 ans. Je suis né en 1981. On vient parfois de bains différents. Je ne vis plus en France. Je suis mon texte, car dans ma première vidéo, je faisais de l'impro, mais cela partait dans tous les sens. Moi j'adorais, mais cela déconcerte beaucoup de mauvais publics. Vous pouvez lire ce texte, il est disponible quelque part. Allez sur mon site internet ou dans le descriptif de la vidéo pour savoir où. Attention aux fautes d'orthographe, je n'ai pas le temps de les corriger en ce moment. De quoi vais-je parler dans cette vidéo? Est-ce que l'intelligence globale actuelle de la société humaine mondiale peut être considérée comme bas, car adaptée au modèle passé et actuel de société inhumaine, et que si l'on passe au deuxième modèle de société possible, celui-ci humain, les gens vont devenir plus intelligents de naissance? Bien d'autres sujets annexes seront traités. Explication. C'est un groupe d'hypothèses dont je suis l'auteur. La société humaine pourrait fonctionner de 2 façons, pas plus, pas moins. Une de ces façons est inhumaine, l'autre est humaine. Le fonctionnement actuel est passé de la société est inhumain. Le fonctionnement humain favorise le QI global bas de la société, alors que le fonctionnement humain favorise un QI global élevé. Les réponses que j'apporte à ces questions apparaissent en fin de vidéo. Avant, il y a les parenthèses. Fin. Les 57 sujets mots-clés présents sont adulte, animal social, animaux, biologie, changement, démocratie, domination, éducation, enfant, enfant cassé, état, faux hommes, femmes, folie, followers, force, génétique, gouvernement, hérédité, hiérarchie, homme, humanité, identité, identité de genre, illusion, intelligence, justice, leader, loi, loi du plus fort, milieu, monde, monstre, nature, opinion publique, papillon, pays, politique, pouvoir, pratique, problème, psychologie, réalité, république, respect, roi, science, sciences humaines, société, soumission, superficielle, surdoué, survie, théorie, urgence, vérité, zoologie. Fin. Un livre et auteur clé dans ma formation, Le singe nu de Desmond Morris. Il est en anglais, le livre est traduit. Thérèse Berthera ainsi que Françoise Mézières sont aussi très intéressantes. Pour me comprendre, il faut des bases de connaissances en tout, art, psychologie, médecine, zoologie, mathématiques, sur les animaux, les plantes et la planète, physique et chimie, histoire, etc. Les vidéos peuvent intéresser des personnes de 4 à 140 ans. Fin. 5 avertissements. Premier, ce dont je parle ici peut surprendre, car je vous livre des conclusions de plus de 22 années, pas à temps plein, de mes recherches, sans parfois vous donner les détails des longues étapes de mes raisonnements. Là où tout le monde, depuis des siècles, croit que c'est blanc, j'ai fini par trouver que c'est noir. Je livrerai ces étapes dans d'autres vidéos ou livres, car sinon la vidéo fera 50 heures. Fin. Deuxième investissement. Point le plus important, je mets en garde sur le fait que cette vidéo est dangereuse car je suis chercheur, notamment dans le domaine de la psychologie. Mon travail est de trouver des vérités. Je vais vous mettre face à des vérités et cela peut vous perturber. Je ne suis pas votre psy, je ne vous accompagne pas et je ne suis pas votre rythme. Car parfois des gens ont des vies de merde, mais ils vont bien car ils sont réfugiés dans l'illusion. Si je détruis leur image, ils peuvent déprimer et se suicider, car leur forteresse était en fait en papier mâché. Si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel, mais attention, il y en a beaucoup de mauvais. Fin. Troisième avertissement. Il y a 2 types de langage, l'un professionnel et le deuxième est celui de la vie de tous les jours. J'utilise les deux dans cette vidéo. Le problème est que dans ces 2 langages, on se sert parfois des mêmes mots, mais ils n'ont pas forcément le même sens. En science, il n'y a pas de connotation, de jugement, de sous-entendu, de mépris. Les mots sont plus crus, directs, descriptifs. Ils sont sans jugement. Ce n'est pas le rôle du scientifique de juger, son rôle est de comprendre. Alors si je vous choque, c'est que vous êtes quelqu'un de bien.
Et que, alors si je vous choque et que vous êtes quelqu'un de bien, c'est sans doute un malentendu. Un exemple est le mot race. La couleur de peau est principalement du packaging, un emballage. Le produit est strictement identique à l'intérieur. Seuls les gogols se font encore piéger en 2020. On ne les salue pas. Et si différence d'ADN entre deux individus, même frères et sœurs, est moins de 1%, ce n'est rien. C'est comme 9,99 €. C'est pratiquement 10 euros. Mais certains croient que c'est plus proche de 9 euros que de 10. Illusion. Une levure, par exemple, a 70% de son ADN commun avec l'humain, alors que sur une photo de famille, on n'a pas la même tronche. Si on se focalisait plus sur ce que l'on a de commun, plutôt que sur nos infimes différences, le monde irait bien mieux. Mais créer des différences est malheureusement utile pour les gens perdus qui se définissent en négatif, en creux, en je ne suis pas cela, plutôt qu'en je suis cela. Ils font cela car c'est plus confortable pour eux. Ils n'ont pas à se regarder en face. Il faut du courage pour cela, et ils sont lâches. De génération en génération. Et pour 1000 générations encore. C'est une histoire de mauvaise éducation. Si on avait beaucoup plus de science, on serait moins dans le nombre incroyable de conneries qui circulent et dirigent la vie des gens depuis des milliers d'années. On a fait beaucoup de découvertes scientifiques, mais il faut passer de l'erreur à la vérité. Va faire changer un con. C'est plus dur que de rendre Chirac fidèle, paix à son membre. Les gens ont besoin de parler. Le singe nu parle beaucoup. Il se moque de dire des conneries du moment qu'elles sont partagées par tous. Étant des animaux sociaux, nous ne vivons pas seuls mais en groupe. Et ce groupe est hiérarchisé. Nous cherchons à avoir les meilleures places. Un suicide social est un suicide tout court. Mieux vaut être super entouré dans l'erreur que super seul dans la vérité. Question de survie. Tant pis si la morale est tuée et le monstre créé. Je parle de monstre, car ce qui est inhumain n'est pas humain, donc monstrueux. Monstre est le mot qui convient. Le monstre n'est pas un animal dégénéré, mais un humain dégénéré. Je reprends. Les mots scientifiques sont plus crus, directs, descriptifs. Ils sont sans jugement. Ce n'est pas au rôle du scientifique de juger, son rôle est de comprendre. Fin du troisième avertissement. Quatrième. Je vais un peu vite, c'est ma vitesse. Ce n'est pas du direct. Il y a la pause et le rembobinage. Quel bonheur. Fin. Cinquième. J'ai beaucoup d'humour. Là, je suis fatigué et malade. Parfois, j'ai fait des blagues en ayant l'air sérieux. Donc, on peut penser que ce n'est pas une blague, mais une critique. Les personnes au potentiel sont les meilleures pour comprendre, car certains ont aussi pas de limite à leurs blagues, ayant des problèmes avec personne, sauf les cons. Mes limites se fracassent toujours sur les vôtres. Les personnes étroites d'esprit, sur la défensive, et avec plein de problèmes psychologiques et moraux vont totalement passer à côté, comme toujours, ils ralentissent et débilisent le groupe. Je ne sais pas pourquoi on se paye le luxe de les garder. Sûrement parce qu'ils représentent la plus grande part de l'humanité, ainsi que les plus gros problèmes de l'humanité. Fin des avertissements. C'est quoi être chercheur autodidacte en sciences humaines? Autodidacte car il n'existe pas d'école dans le monde pour ce que je fais. Et de toute façon, même si tu suis un enseignement, il faut vérifier ce que dit le prof, car il y a des erreurs partout dans la science, et cela fait des mauvaises bases. Les sciences humaines, c'est comprendre l'humain en tant que personne et ses organisations. L'humain interagit avec trois choses, lui-même, avec les autres humains, avec la nature. Il faut qu'il fasse ces trois choses correctement. Il faut dès le plus jeune âge que l'on lui enseigne cela. Et après, il faut vivre dans un monde humain où il peut fonctionner ainsi. L'humain est un animal social, donc il vit en société. Il faut que la société fonctionne bien. J'essaye de trouver les bonnes règles, des améliorations à apporter au système actuel, de nouveaux systèmes. Il y a du boulot, parce qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de solutions qui demandent beaucoup de changements. Et c'est là les changements, les gens, ils détestent. Mais le changement ne concernera qu'une génération. Après, on fera du copier-coller de génération en génération, comme cela s'est toujours passé. Donc sans changement, pas de solution. Et actuellement, on met en place des fausses solutions. Au mieux, on cache, retarde les conséquences, ou déplace le problème. C'est pour cela que l'on est dans la merde. Parce qu'on est dans la merde, et que pour sortir de là, il fallait faire des changements. Fin. Parenthèse. Je suis d'origine française, d'Occitane en vrai. La culture, la langue, que les colons français, patrie de l'UNESCO, ont détruit, tué. Et ne veut pas réparer. Politique du bulldozer qui ne fait pas demi-tour, ou de Louis XIV,
305 ans après. La Norvège a fait la même erreur avec les Samis, puis a réparé. L'État norvégien est parfois moins con que l'État français. Parfois. Ce n'est pas dur. Faire des erreurs, c'est une chose. Cela peut passer pour un accident. Ne pas vouloir les réparer et les répéter éternellement est bien pire. Cela relève de la folie, de la monstruosité. La France nous a surtout habitués au pire. Habitué est le mot. Pour combien de temps on va devoir subir la France? La réponse est aux Français. Mais ils ont déjà répondu, ils aiment souffrir, ils sont servis. Moi j'ai quitté le Titanic France, je vous laisse jacuzzer dans votre merde. Fin de parenthèse. Le thème est pourquoi l'humanité n'est pas plus intelligente. J'ai trouvé une hypothèse à vérifier, une explication à la question de pourquoi a-t-on le niveau d'intelligence globale actuel. On pourrait être plus intelligent, moins intelligent? Peut-être mon hypothèse est fausse, mais elle aura le mérite d'ouvrir sur de bonnes questions. Bonne point d'interrogation. Et si quelque chose est faux, il faut démontrer que c'est faux. Donc la démonstration de l'invalidation est intéressante. Quand un bon scientifique fait des hypothèses, il essaye de les vérifier, de les détruire. Normalement, il n'a pas besoin du regard des autres, il est censé être son pire critique. Ils sont peu les scientifiques à être bons. Le thème principal dont je parle est la génétique. Est-ce que la masse globale de l'humanité pourrait être plus intelligente? On pourrait être plus intelligent, mais cela aurait des conséquences. Avant de parler de l'humain, je vais parler d'un papillon. Pour comprendre l'humain, il est fondamental de comprendre d'abord l'animal. Dans un second temps, il faut toujours comparer le plus possible l'humain aux animaux. Je sais que l'humain n'aime pas se comparer à l'animal, comme j'ai dit plus haut, car cela l'oblige à se regarder lui-même en face, à voir sa part animale au sens péjoratif et non péjoratif. Comme s'il suffisait de ne plus regarder quelque chose pour qu'il n'existe plus. Folie. Pour comprendre des mécanismes humains, il est plus simple d'observer ces mêmes mécanismes chez l'animal, car parfois, leurs mécanismes sont plus simples et directs. L'animal et nous répondons aux mêmes logiques, seul le packaging change. Chez l'homme, certaines choses prennent des formes, des expressions différentes, mais le fond est identique. Manger, se reproduire, se divertir, se protéger, accéder au plus haut de la hiérarchie. Si tu comprends les animaux, tu comprends 95% des comportements humains. Va dire cela aux psys, ils sont complètement à côté de la plaque. Par exemple, les cochons d'Inde ont l'air simples, mais on les étudie car leurs comportements sociaux sont en fait complexes et transposables à l'humain. On est tous des cochons d'Inde, ou les cochons d'Inde sont tous des humains. Sachant cela, impossible de ne pas devenir vegan. Pourquoi il y a autant de gens moyennement intelligents sur Terre? Il faut ajouter à cette catégorie des gens à l'intelligence supérieure mais qui font des mauvais choix, car ils ont une mauvaise éducation. Donc, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils font de mauvais choix ou refusent de changer. Les mauvais choix, ce n'est pas respecter les autres, certains humains, animaux et planètes. Et aussi, ne pas se respecter, c'est grandement dommageable. Puisque je parle d'intelligence, je dois parler des QI. Il y a des vidéos sur internet qui parlent bien de cela. Comme toujours sur internet et partout, il y a beaucoup de bêtises. Ce n'est pas qu'un chiffre. Il y a une courbe de Gauss, la moyenne est par définition toujours à 100, plus de 130, il n'y en a que 2,5%, moins de 70, aussi 2,5%. On a le même QI à vie. Point important. Y a-t-il des facteurs d'hérédité de l'intelligence? Je pars du principe que oui, même si ce n'est pas linéaire. Disons que globalement, sur plusieurs générations, on trouve des familles plutôt intelligentes et d'un autre côté, d'autres plutôt peu intelligentes. Là, je parle de deux choses. De haut potentiel, des QI de plus de 130. Et pour moi, les peu intelligents sont la grande majorité du reste, des QI de 70 à 139, soit 95% de l'humanité. Haut potentiel, surdoué, précoce sont des synonymes. Les gens croient connaître les surdoués, ils ignorent beaucoup de ceux qu'ils sont. Et beaucoup de fausses rumeurs circulent, sans parler que la différence dérange. D'ordre général, la différence n'est pas supérieure ou inférieure, elle est juste minoritaire. Je parle de roux, de gauchers, etc. Et bien souvent, ce qui est le plus répandu n'est pas génial. Regardez les films, musique et genres les plus populaires. On se demande d'où ils tirent leur succès, car souvent, même s'ils sont bons dans un petit domaine, ils sont tellement mauvais dans d'autres que les transformer en icônes, c'est ce qu'ils
c'est ce qui se passe, est folie. Les gens se prennent pour référence parce qu'ils sont plus nombreux. Encore une fois, encore une loi du plus fort, pas du plus valeureux. En physique, on doit définir le référentiel. Il peut être n'importe quoi. Pour les roues et les gauchers, ce sont les bruns et les droitiers qui sont différents. Souvent, pour être populaire, il faut un peu de qualité certes, mais pas trop. Sinon les gens ne vont pas se reconnaître, ils ne vont pas comprendre. Ce n'est pas leur monde. C'est plus difficile d'accès aux néophytes. On vit dans un milieu, un environnement. On se reproduit, reproduction sexuée. Il y a des facteurs de sélection. De génération en génération, certains comportements et traits génétiques perdurent, sont favorisés, restent, d'autres disparaissent ou ne voient même jamais le jour. Par exemple, un papillon qui a des prédateurs, s'il vit en milieu naturel, la plupart des individus peuvent être de couleur claire, teintes de leur milieu pour être mieux camouflés de la vue de leurs prédateurs. Et ainsi vivent plus longtemps et mieux transmettent leurs gènes. C'est un exemple vrai du phalène des îles britanniques, avant et après la période de révolution industrielle. Même si cet exemple peut être controversé, il a juste vocation à illustrer des phénomènes très répandus. Avant la révolution industrielle, on n'en trouvait que des clairs. À la révolution industrielle, la pollution s'est mise à noircir les arbres progressivement, et progressivement, une bonne partie des papillons devinrent noirs, car être clair était devenu un désavantage sur les arbres noirs, et inversement. Car il existe à chaque reproduction des mutations et brassages génétiques qui font que des profils différents d'individus apparaissent. Si ces profils présentent un avantage pour la survie, pour l'adaptation au milieu, ils sont conservés et peuvent même dominer. Ce ne sont pas les individus les plus forts ou les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui sont les mieux adaptés au milieu. Revenons à l'humain. L'humanité a un certain niveau d'intelligence. Ce niveau peut-il être plus fort, moins fort, et pourquoi a-t-il ce niveau-là? Pourquoi certains vivent plus longtemps, transmettent plus leurs gènes morts? Réponse, il y a des facteurs génétiques, de comportement, de place dans la hiérarchie et de moyens financiers et matériels. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, l'humain et les prédécesseurs à Sapiens sapiens pouvaient vivre en petits groupes dispersés sur la Terre. Je ne sais pas si à cette période il y avait une domination de personnes sur d'autres. Plus tard, s'est installée la domination d'humains sur d'autres. Cela s'appelle les seigneurs de guerre, les rois, les dictateurs. Ce n'est pas bien. Le peuple a fini par se rebeller et a pris le pouvoir. C'est une bonne chose. Mais un nouveau problème est apparu. Le peuple a gardé le pouvoir. C'est une grave erreur. Il aurait dû le donner aux professionnels, les scientifiques. Que le peuple garde le pouvoir parce qu'il est en plus grand nombre est encore une relation de force, donc injuste, donc inhumaine. Cette relation de force n'est pas défendable sur le principe, mais peut cependant marcher en pratique, si le peuple est bon. Or, le peuple est mauvais, donc ni la pratique ni la théorie marchent, zéro absolu. Mais de surcroît, les gens et ce système se font passer pour géniaux, alors qu'ils sont monstrueux. On a fait l'amalgame entre respecter le peuple et donner le pouvoir au peuple. Tant que le peuple est mauvais, certes, il ne faut pas le dominer, mais le contraindre à devenir bon, car il peut devenir bon. Quel peuple? Un bon? Un mauvais? Ce n'est pas parce qu'un roi était plus méchant, mauvais que le peuple n'est pas méchant, mauvais. Il ne faut pas regarder se comparer à pire que soi, mais à meilleur, et surtout à quelqu'un de normal. Se comparer à pire fait du bien et ne demande pas de se remettre en question. Se comparer à meilleur ou normal oblige à se remettre en question, et c'est là peu de gens sont prêts à le faire. Ce n'est pas parce que Pierre est victime de quelqu'un que Pierre n'est pas aussi le bourreau de quelqu'un. Les nazis étaient mauvais. Comparé à eux, les Français étaient bons. Comparé uniquement. Dans l'absolu, ils étaient mauvais, eux aussi. Moins certes. Une preuve, à partir de 1969, durant la guerre d'Algérie, l'armée française a utilisé en masse des techniques nazies, en réprimant des actes de guérilla de combattants légitimes algériens contre elle, non en atteignant les auteurs, mais en tuant aléatoirement des gens innocents habitant dans des villages prétendument liés aux auteurs. Elle est grande et belle, la France? Point d'interrogation. Elle est sale, monstrueuse et petite. Fin. On a confondu ce qui ne devait être qu'une étape courte avec une fin en soi. L'étape était la prise de pouvoir du peuple.
Il fallait le plus vite possible la confier aux scientifiques. Prenez 10 philosophes savants et 11 imbéciles. On vote, bien sûr, pour un imbécile. C'est cela la démocratie. Et la proportion est bien pire que celle-là. Fin. Les gens, ils voient que c'est la merde, mais 95% des problèmes du peuple, c'est le peuple lui-même qui en est la cause. Et le peuple ne se soigne pas naturellement, spontanément, de lui-même, même si ses problèmes viennent bousiller ses propres enfants. Alors vous pensez bien qu'il ne va pas mettre au pouvoir quelqu'un qui va l'obliger à changer. Et ces enculés de politique inventent des faux responsables et trompent le peuple. Folie, monstruosité. Fin. Avant, c'était les rois qui créaient les guerres. Maintenant, ce sont les présidents. Où est le progrès d'être passé à la démocratie? Mais un président est juste un serviteur du peuple, un représentant, un sous-traitant. C'est en fait le peuple qui a l'entière responsabilité, qui a le pouvoir. C'est lui qui a mis la démocratie, la république au pouvoir. Si celle-ci ne marche pas, et elle ne marche pas, c'est à lui d'y mettre fin, de reprendre le pouvoir qui est le sien et de le donner à un système plus performant. Fin. Sur Terre, si tu veux pas donner ton pouvoir à un roi ou à une démocratie, forcément de merde, tu es mort. On a créé un monstre, à notre image. C'est une prise d'otage. On a pris en otage notre liberté, notre humanité. Fin. On a cru que le problème était d'avoir un mauvais président. En changeant, le problème est resté. On en a changé plusieurs dizaines de fois maintenant. On attend quoi? D'être humain, courageux, responsable, juste, droit, intelligent? On va attendre longtemps, en effet. Pendant ce temps, les gens valeureux souffrent et meurent. Et les monstres prospèrent. Voilà ce qui se passe lorsque l'on additionne et multiplie la petite médiocrité de chacun, on arrive au total à un grand monstre. Fin. La plupart des problèmes sur Terre sont des problèmes d'éducation. Les gens ont été mal éduqués par leurs parents et vont mal éduquer leurs enfants. Cela dure depuis toujours et si on ne fait rien, cela peut durer 2 milliards d'années. Et puis même si tu es bien éduqué, si après tous les gens dans ton pays le sont pas, tu vas être en difficulté. Fin. Là j'ai entendu une idée que j'ai eue il y a moins d'un mois. Imposer de passer un permis pour avoir des enfants. Explication. Je me demande si cela peut sauver le monde de lui-même. On trouverait inconcevable de prendre le volant sans savoir conduire. On pourrait se tuer des gens, casser des trucs. Par contre, n'importe qui, quelqu'un qui ne sait pas élever des enfants, peut se mettre en couple avec n'importe qui et bien évidemment faire n'importe quoi avec ses enfants. Même le plus malade, le plus grand malade mental, le plus gros pervers, violent, tout ce que tu veux. Il est tranquille, il peut avoir 50 enfants s'il veut et faire la pire merde et les pires horreurs. C'est nos problèmes. Après, ces enfants, qui auraient pu être des gens bien, souffrent et deviennent des enculés, qui à leur tour feront des enculés d'enfants. Il n'y a même pas une seconde de formation au plus dur métier du monde. C'est folie, c'est monstrueux. Pour conduire une voiture, il faut travailler, se former au moins 40 heures. Donc, ce que je propose, c'est de former les gens, comme une école, de n'importe quoi. Ils passent à la fin un examen. Il y aura aussi une évaluation psychologique. Si j'échoue à l'examen, ils n'auront pas le droit d'avoir des enfants, juste parce qu'ils n'en sont pas capables. Mais ils peuvent faire une autre formation pour élever leur niveau et retenter l'examen. S'ils réussissent l'examen, il y aura quand même des contrôles très réguliers. Parce que ce n'est pas parce que je sais bien conduire que je veux toujours bien conduire. Fin. Pourquoi l'on éduque mal nos enfants? Pour les raisons que j'ai évoquées plus haut. Aussi parce que la société est basée sur des mauvaises règles. C'est tellement la jungle et la loi du plus fort en société que si tu es quelqu'un de bien, tu vas te faire défoncer. Le mépris des femmes est aussi un des fondements de la société. J'ai toujours pas compris pourquoi les femmes ne se rebellent pas. On les a toujours méprisées, et bien pire. On les méprise et l'avenir est du mépris. Le bel avenir de l'humanité sera impulsé par les femmes, les enfants et les hommes bien. Ils sont peu nombreux. Tout ce petit monde sera en guerre idéologique contre les faux hommes. Fin. Un autre problème de l'organisation humaine est qu'elle est basée sur la glorification d'une forme généralisée de fausse identité masculine violente, monstrueuse, dominatrice, stupide, sur l'esclavagisme du règne animal tout entier, sur le non-respect de la planète Terre. Fin. Les enfants posent les bonnes questions, ils sont intelligents et purs, mais ces questions soit dérangent,
car elles mettent les adultes face à la stupidité et monstruosité qui est présente à la fois en chaque adulte et à la fois dans les règles de la société, soit les adultes n'ont pas assez de science pour leur répondre. Je ne sais pas si j'ai pas fait une erreur. Mais ces questions, je relis. Mais ces questions soit dérangent, car elles mettent les adultes face à la stupidité et monstruosité qui est présente à la fois en chaque adulte et à la fois dans les règles de la société, soit les adultes n'ont pas assez de science pour leur répondre. Alors ils mentent aux enfants ou leur donnent des fausses informations. C'est ainsi que les enfants, qui allaient devenir des gens bien, humains, deviennent des monstres. On les a cassés. Et ensuite, adultes, si certains de ces enfants se rendent compte qu'ils sont devenus des monstres, bien peu voudront, et c'est possible, corriger le tir et devenir humains. La plupart des adultes sont adultes que parce qu'ils ont plus de 18 ans, mais dans leur tête, ils sont immatures et déviants. Déviants égale monstre. Fin. Un problème avec un président, c'est quelqu'un qui a un pouvoir énorme. Et il y a des gens qui ont des pathologies mentales qui cherchent à avoir du pouvoir à cause de leur pathologie. Et ces gens sont contre-indiqués pour être au pouvoir. Même sans pathologie mentale, la plupart des présidents sont juste des managers. Ils dirigent les autres, mais n'ont pas de science, ne savent pas quelles décisions prendre. Ils savent juste manager des décisions que des scientifiques trouvent. Ils doivent tout à leur premier conseiller, c'est lui le vrai président. Fin. Or, ce sont des idées qui gouvernent, pas un humain, pas des humains. Et même s'il y a des spécificités par pays, on reste tous les mêmes. Donc en réalité, un livre, une recherche, un programme peut marcher dans tous les pays. Tout part de là, la réflexion. Fin. La notion de pays est dépassée. Il faut une organisation unique et globale. Et il faut que les gens se déplacent bien davantage. Il ne faut pas qu'ils naissent et vivent dans un seul et même pays. Car les actions des autres ont un impact sur nous. Et nos actions ont un impact sur les autres. Il faut qu'il y ait une coordination de toutes les personnes et organisations sur la Terre, de la Terre. C'est une mécanique comme une horloge, une énorme horloge suisse. Fin. En plus, depuis des dizaines d'années, il y a eu une tendance en science d'être spécialiste, et même être spécialiste, de spécialiste, etc. C'est bien sans être bien. C'est bien car tu passes beaucoup de temps sur un même sujet, donc tu es censé aller loin dans ce sujet, être très bon. Mais comment aller loin sans maîtriser tous les aspects du sujet, dont son environnement? Et comment maîtriser un sujet sans l'aborder par les angles de toutes les sciences qui le composent? Par exemple, si tu étudies un mollusque, tu es biologiste, mais tu as aussi besoin de chimie, physique, peut-être de zoologie, et des différentes branches de la biologie, ainsi que de connaître l'environnement du mollusque, car le mollusque réagit et est influencé par celui-ci. L'environnement du mollusque, c'est des connaissances en courant marin, dans les plantes et animaux qu'il mange, les prédateurs du mollusque, l'histoire de la Terre sur des millions d'années. Maintenant, on est de plus en plus pluridisciplinaire. Une même personne a des formations dans deux ou plus de deux domaines. Parce que mettre autour d'une table 20 spécialistes de différents domaines ne marche pas. Les connexions entre les gens, par la parole, ne vont jamais égaler la connexion qu'une personne va faire dans sa tête si elle a des connaissances approfondies ou basiques dans ces 20 domaines. Les domaines sont connectés entre eux. Quand tu es spécialiste, tu as une vision focus qui t'enferme. Il faut passer du zoom au grand angle et aborder son sujet d'étude sous tous les angles, différents angles de toutes les différentes sciences dont il dépend. Par exemple, mon cousin était technicien au début de sa carrière professionnelle en électrotechnique. Il effectuait des réparations sur des réseaux de communication d'information. Puis il s'est formé comme ingénieur dans le même secteur. Il travaillait alors comme ingénieur au milieu d'une équipe d'ingénieurs dans la centrale de gestion des crises des problèmes réseau. Il était le seul à avoir la formation et expérience de technicien. Eh bien, certains problèmes difficiles, il était le seul à savoir les résoudre, dû à sa double casquette. Fin. Les systèmes d'État, démocratie et république, viennent de l'héritage des rois. Le territoire est l'ancien royaume. C'est une aberration. Je suis biologiste, 2 ans d'études. On reste dans un même petit territoire toute sa vie, depuis des générations et pour des générations. On a des enfants avec nos cousins éloignés. Génétiquement, c'est proche de la consanguinité. Ce n'est pas du tout sain, c'est dégueulasse. On reste cloisonné, on ne peut plus
on ne peut pas facilement quitter le pays, et les gens de partout ailleurs ne peuvent pas facilement venir. Faire disparaître les États peut mettre fin aux guerres. Personne ne fera la guerre contre un peuple avec qui il a plein de connexions et affinités sanguines, affectives, économiques, amicales, culturelles, artistiques, scientifiques. Pour attaquer l'autre, il est préférable de ne pas le connaître, ou de le connaître que très partiellement, ou de la fantasmer, ou d'avoir de fausses informations sur lui. Cela permet plus facilement de le fantasmer pire que nous, car l'humain a besoin de sens dans tout ce qu'il fait, et il ne va pas attaquer quelqu'un sans raison. De plus, l'humain a besoin de faire toujours des choses, actions intelligentes et bonnes. Il va culpabiliser s'il fait le mal. Alors, s'il fait le mal, il va élaborer dans sa tête un mensonge, que les gens qui l'attaquent sont en fait mauvais, ou moins bien que lui, et que donc il est bon puisqu'il attaque le mal. C'est folie, c'est monstrueux. Enfin, vous vivez dans le passé, et depuis bien trop longtemps. Il faut vous mettre à jour, il y a urgence. Fin. La démocratie n'a pas de sens. Les électeurs n'ont aucune idée de quelle politique appliquer un pays. C'est un travail qui demande de l'expérience. Seuls les scientifiques savent, et encore pas tous. Comment alors les gens choisissent pour qui voter sur des critères superficiels, ou en fonction de leurs propres limites, étroitesse d'esprit, ou alors ils font confiance aux politiques qui racontent des bêtises, ou sur des critères stupides, ou pour défendre leurs stupides intérêts. Ils se moquent de savoir si le candidat au président dit n'importe quoi, tant qu'elle garde une apparente confiance et force. Tout en toc, tout en bluff, les gens sont superficiels, c'est folie, c'est monstrueux. Ou ils votent encore pour un genre de seigneur de guerre, ils votent pour un militaire, pour un ancien ministre de l'Intérieur, pour quelqu'un qui a une grande gueule, qui les séduit bêtement, car les gens ont excessivement peur. Donc ils croient que la sécurité est la solution à la plupart de leurs problèmes. Ils ont peur car ils ne connaissent rien de la vie, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas le monde qui les entoure, et parce que l'on est entouré de monstres. Étant eux-mêmes des monstres, les gens savent bien que les autres le sont aussi, et que la situation est très dangereuse, car le calme n'est qu'apparent, et que tout peut basculer très vite, très loin, en mal. La sécurité, c'est se protéger d'un danger qui rôde, danger qui vient d'un problème que l'on n'a pas voulu résoudre. C'est aussi bête que de garder un loup dans une bergerie et d'acheter 3 chiens ou mettre une muselière au loup. Il faut sortir le loup de la bergerie. Fin. Rappelez-vous que l'on vient des animaux. Chez les animaux, c'est c'est le plus fort qui fait la loi. On est encore resté dans ce schéma. Nous devons vivre en groupe, et cette vie est organisée par des valeurs, une morale, la justice, le respect. Mais c'est une théorie. En pratique, c'est encore la loi du plus fort. Mais les gens se contentent d'illusions. Ils se maquillent, portent de beaux habits, ont de belles voitures. C'est la première seconde qui compte pour eux. Ils misent tout sur la première impression. On n'est pas dans une humanité, mais dans une illusion d'humanité. Avant, avec les rois, on était dans la monstruosité. Je voulais appeler mon premier livre Humanité 2.0 pour dire la version de l'humanité 1.0 ne marche pas, il faut passer à la version 2.0. Et puis j'ai changé mon titre en Humanité 1.0 car il n'y a pas encore eu en pratique de version 1.0. Regardez ce qu'implique la théorie de respecter les femmes, la parité, de changer les fondements de la fausse identité masculine basée sur le mépris, le rabaissement, l'instrumentalisation et la destruction de la femme, d'arrêter les pubs sexistes, de changer l'éducation de nos enfants, de changer les modes de management dans les entreprises, de faire un bilan du passé, d'apporter réparation, d'interdire les religions, etc. Pour beaucoup d'hommes, le mépris des femmes est toute leur vie, et pour la plupart des autres, c'est une part très importante de leur vie. C'est bien plus qu'une révolution. Cette théorie, pourtant, l'une des plus fondamentales, remue trop de merde pour être appliquée. Fin. Si en plus de cela tu 1. Obliges les gens à se soigner, 2. Interdis les drogues, 3. Imposes le respect des animaux et de la planète, là, c'est direct la troisième guerre mondiale. Fin. C'est l'opinion publique qui dirige le monde, avec ses composantes actuelles qui sont la lâcheté, l'ignorance, l'erreur et la bêtise. Les gens sont si prévisibles, si facilement manipulables et manipulés.
Vous me faites honte. Qui sont les leaders d'opinion? Le savant? Les scientifiques? Non. Les footballeurs. Alors que précisément, ils n'ont pas d'opinion. Ils sont bons qu'en foot. Et encore, ils sont violents, arrogants, pas fair-play. Et souvent, dans leur vie perso, ils sont inférieurs à la moyenne, ou dans la moyenne, qui est très basse. Ils maltraitent les femmes, etc. Souvent, ils ont des tares psychologiques ou d'éducation. Les autres leaders d'opinion, sans opinion, sont acteurs, chanteurs, personnes populaires ou médiatisées, stars de la télé, etc. Il suffit d'être populaire pour être un leader d'opinion, même si la seule chose que tu as fait pour être populaire est te déshabiller, dire ou faire n'importe quoi, te montrer, te mettre en avant, avoir les bonnes relations ou être beau. Et ces personnes ont les mêmes problèmes que j'ai décrits pour les footballeurs. Moins tu as de trucs à dire, plus tu es écouté. Plus tu as de trucs géniaux à dire, plus tu es seul. Folie. À la rigueur, je n'en veux pas principalement à ces gens-là, mais plus à ces millions de followers qui sont complètement fracasses. Fin. Un homme est aussi sensible qu'une femme. Les femmes devraient avoir la liberté d'action qu'ont actuellement les faux hommes. Et les hommes devraient continuer à avoir la liberté d'action qu'ont actuellement les faux hommes. Mais cette fois, en agissant respectueusement et intelligemment. Un vrai homme ressemble à une femme, une vraie femme ressemble à un homme. Il y a bien plus de ressemblance entre les femmes et les hommes que de différence. On est dans la caricature d'une femme et d'un homme. C'est grossier, faux, travesti, stupide, dangereux. On n'est pas dans l'essence. Fin. Les gens sont perdus. En fait, on les a fait se perdre. Petits, ils partaient dans la bonne direction et on a dévié leur chemin de vie et de construction d'eux-mêmes par la mauvaise éducation qu'ils ont reçue. Ils se sont déconnectés de ce qu'ils sont. On leur a donné une identité artificielle, dangereuse, monstrueuse, inadaptée à un monde normal. Le monde actuel n'est pas normal, basé sur des croyances fausses, sur la focalisation sur des détails. Ou encore, ils se définissent en négatif. Qui suis-je? Je ne sais pas, mais je ne suis pas ceci, pas cela. Leur ceci et cela décrit des personnes et des comportements. Souvent, cette description est fausse, fantasmée, ne correspond pas à la réalité, c'est une projection, le fruit de rumeurs infondées, folie, monstruosité. Parce que si les autres sont moins bien ou pas bien, cela veut dire que lui, il est bien. Plus il méprise les autres, plus il est quelqu'un de bien. Et pourquoi il a besoin d'être auto-relevé? Parce qu'il a des problèmes. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il ne sait pas qui il est. Et qu'il tente, en s'y prenant excessivement mal, de savoir qui il est. Cela le structure. Il va superficiellement mieux. Fin. Il faut qu'une société fonctionne. Il ne faut pas que cela soit trop le chaos, du moins pas en apparence. Le système actuel fait beaucoup de victimes, est injuste et monstrueux, mais en apparence, il semble un peu marcher. Les gens se satisfont de si peu. Ils sont en mode survie, sans vouloir s'en rendre compte. Je dis qu'il semble un peu marcher parce qu'une grande partie de la population a accès à l'eau, l'éducation, la nourriture, des divertissements, etc. Le fait qu'il semble marcher un peu le rend totalement légitime et intouchable aux yeux de la majorité des gens. Il ne marche vraiment pas si bien puisqu'une partie de la population n'a pas accès à tout cela. Et s'il ne marche pas si bien, c'est qu'il ne marche pas. Les dommages collatéraux sont phénoménaux. D'autres systèmes qui marchent peuvent et doivent le remplacer. Fin. L'organisation de la société s'est faite à l'arrache. On luttait pour la survie. Notre modèle actuel de société est un modèle d'urgence, élaboré il y a longtemps, incompétence, dans l'urgence, la temporalité, avec tout ce que cela implique. Il est simple, bestial. L'objectif prime plus que son coût exorbitant, car l'objectif était la survie, vitale, fin. Les gens, s'ils remettent en cause leur éducation de merde, c'est souvent uniquement à l'âge adulte. Car avant, ils étaient dans un milieu mauvais, défaillant, mais homogène, donc ils n'avaient pas de point de comparaison. Les parents étaient mauvais, les amis des parents aussi, les grands-parents aussi, leurs relations et globalement la société est mauvaise.
Adulte, c'est une rencontre fortuite ou un problème résistant qui va amener à réfléchir. Ce problème qu'il rencontre est comme un fil qui tire et croit court, mais c'est toute la bobine qui vient, qui remet toute leur vie dans tous ses aspects et éducation en cause, vie présente, passée et future. Ils doivent scanner tout leur savoir pour vérifier toutes les erreurs et tout réapprendre. Cela remet en question ce qu'ils sont. Ils ont moins de temps pour apprendre que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ils ont besoin d'argent, des responsabilités diverses. Ils doivent demander à leurs parents pourquoi ils les ont éduqués si mal. C'est un big deal. Fin. Les scientifiques ont le pouvoir de la science. C'est un pouvoir théorique, latent. Si on ne leur donne pas le pouvoir, gouvernement, ils ne l'auront jamais. Ce sont juste des consultants. Leur objectif n'est pas le pouvoir, la domination, de gouverner, mais de savoir, de chercher et de trouver. Ils n'ont pas l'armée derrière eux. Ils ne mentent pas et ne manipulent pas comme les politiques. Ils ne font pas commerce de leurs connaissances comme les industriels. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ils sont enterrés parmi les gens les plus puissants et en pratique, ils sont aussi inoffensifs que les nouveau-nés. Ils ne sont pas les plus nombreux, comme le peuple. Le peuple est 7,7 milliards. Je ne sais pas, on est 10 millions de scientifiques, soit 0,13% de la population. Ils réfléchissent et se remettent en question. Enfin, ils devraient. Autour d'une table à laquelle sont conviés politiques, peuples, militaires, industriels, ils brillent. Ils ont toujours raison. Mais les décisions ne se prennent pas autour d'une table, sinon le monde serait sauvé depuis longtemps. Les décisions sont prises en amont et en aval des réunions. Ce sont les intérêts, l'opinion publique, la lâcheté et la bassesse qui ont toujours pris les décisions. Dans l'ombre, la dissimulation, l'ombre des choses honteuses, la lumière, la vérité et leur pire ennemi, fin. En science, ce n'est pas le plus grand nombre de scientifiques qui ont une même opinion sur un sujet qui ont forcément raison. Les scientifiques sont des humains et ont donc eux aussi des problèmes d'éducation, ce qui vient perturber fortement leur qualité de scientifique. Car la recherche est assez fine, elle ne ment pas. Par contre, il faut interpréter, comprendre ce que l'on observe, les résultats. À cet moment, le facteur humain est très important. C'est là que se glisse le plus grand nombre d'erreurs humaines, sans compter que l'on cherche dans une direction donnée, choisie parmi en écartant d'autres, selon nos a priori dus principalement par notre mauvaise éducation et dus par les erreurs présentes dans l'enseignement des sciences que l'on a eues. C'est principalement pour cela qu'en science, il faut parfois se méfier des consensus scientifiques. Ce n'est pas toujours parce que la communauté scientifique, dans son grand ensemble, soutient une thèse sur un sujet donné et en rejette d'autres qu'elle a raison, la communauté. L'histoire de la science est pleine de pitoyables exemples qui illustrent ceci. Tout le monde est d'accord, puis en fait une nouvelle découverte qui met en évidence que l'on avait faux. Beaucoup de scientifiques sont des photocopies. Vous en voyez un, vous en avez vu 10 000. Principalement toute leur vie, et dans tous les domaines, ce sont des followers aveugles. Ils ont suivi leurs parents, famille, amis, société, gouvernement, gourous de la science, collègues de travail. On ne peut leur faire confiance. Fin. Après le baccalauréat, scientifique, mais j'avais beaucoup d'intérêt en lettres et arts. Je voulais étudier l'humain en tant qu'individu et les organisations humaines, mais il n'y a pas de formation pour cela. La psychologie dit pour l'instant beaucoup de bêtises et est limitée. Le premier sujet de la sociologie est la sociologie. Pour l'instant, la meilleure formation est la zoologie, mais il faut se former dans plusieurs domaines. Je me suis formé seul ou avec des livres, et bonnes et mauvaises rencontres. Je veux créer une école qui sera la première dans le monde à enseigner les bases pour étudier l'humain et ses organisations. Fin. L'humain comme l'animal est confronté à un dilemme. Il veut, désire des choses, mais si elles appartiennent à un autre, il doit respecter l'autre et ne peut pas les prendre, et ne peut pas prendre la chose. Ce n'est pas complètement naturel de respecter l'autre, pas dans son intérêt. Le loi du plus fort de l'animal ne peut pas s'appliquer à l'humain,
car ce même humain qui veut prendre chez l'autre ne va pas admettre qu'un autre veuille lui prendre ce qu'il a. L'humain introduit la notion de justice et de respect. Le dilemme chez l'humain est là. Naturellement, instinctivement, il peut prendre. Mais sa pensée évoluée lui dit non. Respecte la justice. Pour l'instant, les institutions judiciaires sont du bidon. C'est une volonté de justice, une théorie. En pratique, cela ne marche pas. Les juges, qui sont censés réparer, apportent beaucoup de problèmes, tout comme une énorme liste d'effets indésirables de médicaments. La Cour de justice, c'est la réparation éventuelle d'un préjudice, mais c'est trop tard, le mal est fait, et parfois, il peut être irréparable. Il faut faire du préventif, pas du curatif. Qu'est-ce que j'en ai à faire que le meurtrier de ma fille aille en prison? C'est stupide, amateur, théorique, stérile. C'est un aveu de faiblesse, d'incompétence et de lâcheté. Tous les corps de l'État sont à l'image pitoyable de cet exemple. Fin. Si tu te fais agresser en public, au milieu des gens, la plupart du temps, personne ne viendra à ton secours. Ils ne vont même pas appeler la police. Du coup, tu perds foi dans tous les humains et toutes les organisations humaines. Tout est monstre. Tout est génial en théorie et monstrueux en pratique, en réalité. Ce test, tu te fais agresser et tu constates comment les gens autour ont réagi, est un révélateur de la réalité. Cela démontre la supercherie qu'est l'humanité actuelle, qui est en fait monstruosité. Comme en temps de guerre, comme lorsque tu as des problèmes, tu perds plein de tes prétendus amis. Fin. Les principes actuels, théoriques de la société sont: on doit respecter les femmes, il doit y avoir une justice, etc. On ne peut pas ne pas invoquer ces principes, car on est en 2020. C'est la théorie. En pratique, les conséquences de l'application de tels principes impliquent tellement de changements dans ce que sont et croient être les gens, ainsi que dans l'organisation de la société, que cela implique une révolution et bien plus. On a tiré un simple fil et toute la bobine est à débobiner. Ce chemin à faire n'est pas négociable, n'est pas en option. Il n'y a qu'un seul chemin vers l'humanité, car actuellement, on est dans l'inhumanité, et il passe par ce pont précis. La seule question est dans combien de temps on prendra ce chemin. Si on ne fait jamais ce chemin, on ne sera jamais humain, toujours monstre. Face à ce constat, que l'on a à débobiner la bobine, il y avait trois façons de réagir. Effectivement, faire tous les changements qui s'imposaient. C'était le petit 1. Effectivement, faire tous les changements qui s'imposaient. Petit 2. Refaire machine arrière. Abandonner consciemment les notions de respect des femmes et de justice. 3. Faire semblant de faire tous les changements qui s'imposent, mais en fait, brasser du vent et ne rien changer dans le fond, seulement en apparence, en pacotille. Donc, vivre dans l'illusion d'avoir résolu les problèmes. C'est le choix 3 que nous avons fait, car le choix 2 était humainement pas défendable, dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques et nos capacités matérielles. Le choix 1 nécessitait du courage, que l'on soit humain, mais justement, on n'a rien de tout cela actuellement. Je suis donc pessimiste, car on dirait que pour devenir humain, il faudrait déjà l'être. Or, on ne l'est pas, donc on ne le sera jamais. C'est comme si pour acheter une première voiture, il faudrait déjà en avoir une. Impossible. En 2012, en France, en Lozère, je suis allé au bureau du député pour lui demander ce qu'il faisait pour éradiquer la maltraitance des femmes. L'assistant m'a répondu: c'est une priorité. Bien sûr, il n'allait pas me dire: on n'en a rien arrangé. On est en 2012, encore possible, en 1970. Mais il ne pouvait pas non plus me dire qu'il faisait ce qu'il faisait pour les femmes, vu qu'il ne faisait rien. Alors, c'est une priorité? C'est la phrase parfaite pour passer pour héros alors qu'on est un monstre. Encore faut-il que le public soit stupide. Il doit l'être, la plupart du temps, puisque cette arnaque est utilisée. C'est un peu comme si ma femme me disait: tu as réparé le toit? Il y a un grand trou depuis 5 mois. C'est une de mes priorités. Divorce direct. C'est une de mes priorités, c'est la réponse que je peux apporter. Vous comprenez pourquoi je méprise profondément les politiques. Enfin, on est en 2020. On n'est qu'en 2020. Il faut regarder loin devant. Personne ne fait cela.
Loin devant ou pas si loin, les avancées de la science et des technologies nous permettront de résoudre ce problème. Le problème est-ce que l'on acceptera de mettre ces technologies en place? Je pense par exemple à des robots assistants qui sont en permanence à la fois avec les parents et avec les enfants pour corriger toutes les erreurs d'éducation que font les enfants et vérifier que les enfants prennent le bon chemin. Des robots seront là aussi en permanence pour surveiller les adultes dans leur vie de tous les jours pour les empêcher de faire toute mauvaise action. Fin. On est actuellement confronté au fait que les gens sont des followers. Ils ne veulent pas être le premier. Même s'ils veulent prendre le chemin, si personne ne le prend devant eux, personne ne voudra être le premier. C'est ce même mécanisme qui explique comment les rois ont pris et conservé le pouvoir. Le peuple était mécontent et voulait se rebeller. Le roi détenait le pouvoir et des hommes en armes. Le peuple est environ 20 fois plus nombreux que les gens en armes. Et le peuple a accès aux armes. Donc le peuple armé et uni gagne facilement s'il se rebelle. Si une personne seule ou un petit groupe seulement se rebelle, ils ne sont pas nombreux et le roi va directement les faire tuer par son armée. Car le roi et son armée sont des monstres. Il maintient le peuple en esclavage et la vie du peuple n'a aucune valeur pour lui. Mais pour que le peuple se rassemble entièrement, il faut que des leaders se manifestent, les gens étant dans 99% des cas des followers. C'est comme après une chanson en live. Les gens veulent applaudir, mais si personne n'est le premier à applaudir, personne n'applaudira. Et si le peuple entier s'est soulevé derrière ses leaders, il suffira un roi de tuer les leaders pour que les followers, une fois sans leader, renoncent totalement et immédiatement. Comme si 99% des gens ne pouvaient être que des wagons et non des locomotives. Fin. Qu'est-ce qu'une démocratie? C'est pouvoir entrer uniquement, c'est choisir entre uniquement 20 candidats dont on sait qu'aucun ne fera bien son travail. Je vais boire. Je reviens. Qu'est-ce qu'une démocratie? C'est choisir entre uniquement 20 candidats dont on sait qu'aucun ne fera bien son travail, car tous les programmes sont mauvais. Et il y en a des plus ou moins mauvais. La masse l'emporte. Elle ne va pas forcément voter pour le moins pire. Et puis le candidat élu. En plus, le candidat élu ne va même pas tenir ses promesses. Et il va détourner plein d'argent, arroser lobby et amis. C'est minable une démocratie. Parfait en théorie, minable en pratique. Humain en théorie, monstrueux en pratique. Tout le temps, depuis toujours et pour toujours. C'est comme si une femme avait le choix de se marier uniquement avec un homme parmi 20 qui ne lui plaisent pas du tout et qu'elle était obligée de se marier. Infamie, fin. Pour enfin répondre à la question qui était le thème de ce texte, au niveau des humains, cela fait des dizaines de milliers d'années que l'on est soumis. Avant, on était des animaux, donc c'était le roi le plus fort. Puis on a été soumis par des seigneurs. Peut-être juste avant, on a été tranquille, lorsqu'on était dispersé sur la planète, il y a environ 100 000 ans. Point d'interrogation, il y a environ 100 000 ans. Donc pendant des milliers d'années, le milieu, environnement où l'on vivait, était un milieu de soumis. Donc qui était le mieux adapté à ce milieu? C'est ceux qui étaient le mieux adaptés à être soumis. Ce sont eux les soumis qui se sont reproduits et qui sont arrivés jusqu'à nous.
Enfin, les personnes surdouées réfléchissent plus mort. Certains en classe, par exemple, protestent plus mort que la masse, mort en anglais, lorsqu'ils sont témoins d'une injustice de la part du professeur ou d'élèves. Car quand ils voient un problème, une souffrance, ils se demandent si l'on pourrait faire autrement. Ils ne font pas que se demander, ils cherchent. Et parfois ils trouvent des solutions, eux, alors qu'ils sont jeunes et seuls. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi les adultes si nombreux, avec tout l'héritage de leurs prédécesseurs, avec l'expérience de leur vie propre, restent dans des mécanismes défaillants. Alors les surdoués se disent, ils n'ont peut-être pas trouvé ce que j'ai trouvé. Alors le surdoué, 9 ans, explique à l'adulte, 39 ans, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer et pourquoi il faut faire ainsi. La plupart du temps, l'adulte réagit ainsi. Petit 1, il ne laissera pas l'enfant parler l'enfant. Petit 2, il le laissera parler mais ne l'écoutera pas ou ne lui répondra pas. Petit 3, il va punir l'enfant. Petit 4, il va critiquer injustement l'enfant sur sa personne, pas sur son argumentation. Petit 5, il ne va pas admettre ce que dit l'enfant, que ce que dit l'enfant est vrai, est très intéressant, et va détruire avec de faux arguments les idées de l'enfant. Conséquence, l'enfant à juste titre va penser que les adultes font n'importe quoi, qu'ils sont irresponsables. Du coup, il ne va plus vouloir écouter leur enseignement, qui est en partie défaillant. Il ne va plus vouloir se soumettre à l'autorité et leur système qui est injuste, défaillant et perfectible. L'enfant a complètement raison, seul, à 9 ans, contre les 30 millions d'adultes de son pays et 3 milliards sur Terre, il a raison. Parenthèse, il y a beaucoup de clichés, tabous et fausses rumeurs sur les surdoués. Le peu que vous pensez savoir sur eux est à 80% faux. Merci aux journalistes et à l'opinion publique qui ne connaît rien, mais parle de tout. Il y a plein de choses à connaître, certaines passionnantes, sur les surdoués que vous ignorez. Je ne sais pas quelle proportion de surdoués fonctionne comme je viens de décrire, car je ne sais pas pourquoi ils ne fonctionnent pas tous ainsi. Peut-être parce qu'ils ont été cassés eux aussi par la mauvaise éducation de leurs parents et ou par la monstruosité de la société. Revenons aux gens soumis qui se sont adaptés au milieu. Les gens courageux ou surdoués ont pu protester. Les followers les ont suivis ou pas. Mais les gens courageux ou surdoués ont dû se faire tuer par les rois. Il était donc difficile pour eux de transmettre leur gènes. Là, il existe un mécanisme qui vient contredire ce que je dis, le fait qu'ils étaient leaders. Donc, plus mort en anglais, haut dans les chaînes sociales. Donc plus mort, aimé et convoité, car se marier avec un leader, ou être ami, ou connaître ou côtoyer un leader permet à la masse de s'élever, plus ou moins, dans l'échelle sociale. Et dit que tout humain veut s'élever. Donc, on a deux mécanismes qui s'opposent. L'un permet aux surdoués et gens courageux de mieux transmettre leurs gènes, l'autre fait l'inverse. Lequel de ces mécanismes l'emporte sur l'autre? Le surdoué et le courageux n'ont pas que le roi comme ennemi, ils ont aussi le peuple, car le roi est plus mauvais que le peuple, c'est l'ennemi numéro un. Mais ce n'est pas parce que le peuple subit un méchant que le peuple est bon. Donc le surdoué peut s'allier au peuple pour lutter contre le roi, mais en même temps et après, il va lutter contre le peuple. Donc le peuple manifeste amour et haine contre le surdoué. Donc, les deux mécanismes agissant sur le surdoué pour encourager ou diminuer la transmission de ces gènes, le plus fort est le mécanisme qui le diminue. En temps général, le peuple ignore ou combat le surdoué, et parfois, lorsque le peuple ne peut résoudre un problème, il fait appel, il se sert du surdoué. Donc le peuple prend le surdoué pour un bouffon, un objet. Donc, le fait d'être soumis, d'avoir un QI pas trop grand, était très adapté au milieu. On peut se demander si le QI moyen général des gens est une réalité biologique de leur cerveau. Leur cerveau
est au maximum de ses capacités, ou alors s'il est bridé, mais pourrait faire plus. Bridé par l'éducation ou quelque chose d'autre. Si l'on crée un monde humain meilleur, ce milieu meilleur va favoriser l'intelligence et défavoriser la faible intelligence. Alors, est-ce que l'intelligence globale humaine va augmenter? Et elle va augmenter en enlevant les bridages? Ce milieu conduira à ce que les gens moins intelligents se reproduisent moins et les gens intelligents se reproduisent plus? Donc, il y a deux systèmes d'organisation sociale possibles. Deux exactement. Pas 3, 4, 25, etc. Enfin, l'école. On a créé une classe où l'on met tous les enfants d'un même âge. Cela convient à 95% des enfants. Car 95% des enfants ont un QI entre 70 et 130. Mais il faut créer deux autres classes. Une pour les enfants avec un QI de moins de 70 et une autre classe pour les surdoués. Car les premiers vont apprendre plus lentement que la classe. S'ils sont en classe avec la masse, ils n'arriveront pas à suivre ou ils vont ralentir le groupe. Et les seconds apprennent plus vite que la masse. Donc en classe, s'ils s'ennuient et peuvent déprimer, car cela va trop lentement au regard de leur capacité. C'est comme regarder un film entier au ralenti. En plus, cette population a particulièrement besoin de stimulation et de découverte pour nourrir cette intelligence. Pour illustrer, on va prendre une ville où il y a 1000 habitants, 1000 enfants de 8 ans. On constate actuellement qu'il y a environ 34 classes de 30 enfants, alors que sur les 1000 enfants, 25 sont surdoués et 25 ont un QI inférieur à 70. Il faut donc dans la ville faire une classe pour les 25 surdoués et une classe et une pour les 25 enfants au QI inférieur à 70. Il restera environ 32 classes de 30 élèves pour la masse. C'est pas difficile, enfin. Je l'ai dit, la démocratie est encore un système de soumission comme l'est le système du roi. Tout comme le roi, en démocratie, tu ne peux rester en France sans être français. Imaginons que tes ancêtres sont français depuis 500 ans. L'on t'oblige à être français dès ta naissance et pour toute la vie. Si tu refuses cela, tu dois quitter le territoire. Mais ailleurs, c'est encore des démocraties. Tu es piégé sur la terre entière. On a voulu résoudre un problème et on a créé un monstre. Les industriels veulent breveter toutes les variétés de blé. Tu ne pourras pas faire pousser de blé si tu ne te fournis pas chez eux. Comme si cela leur appartenait, le vivant, comme s'ils l'avaient créé, comme s'ils étaient Dieu ou le diable. La démocratie, c'est pareil. Ils ont breveté l'espèce humaine, elle leur appartient. Tu refuses de faire partie du club, tu meurs, car ils contrôlent la terre entière. Tu ne peux vivre nulle part. Sans nationalité, tu n'as pas la possibilité de travailler, d'avoir un compte bancaire. C'est un monstre, fin. Le conjoint ou la conjointe de la présidente ou du président a un rôle politique important, tout comme un couple royal. Royauté et démocratie se ressemblent. Ce sont des systèmes d'asservissement, de soumission, où les supposés adultes, le peuple, sont comme des enfants cassés sous l'autorité d'un dieu ou parent tout-puissant, surpuissant. Tant que le peuple ne voudra pas se soigner, il restera ce qu'il est, enfant cassé. Enfant cassé soumis à des systèmes injustes, monstrueux. Fin. À tout moment, nos comportements ont des incidences sur la société, les autres. Et les comportements des autres ont des incidences sur nous. On est hyper connectés. Le mal et le bien se communiquent bien plus que l'on ne pense. C'est complexe. Le surdoué réfléchit et comprend mieux tout cela que les gens normaux. Il a conscience des conséquences et des comportements sur la vie des autres. Et il a conscience des conséquences de ses comportements sur la vie des autres et des conséquences sur sa vie qu'ont les actions des autres. C'est pour cela qu'il a des comportements. C'est pour cela qu'il y a des comportements qu'il ne veut pas faire et qu'il ne veut pas que les autres fassent. Il a raison. Il ne veut pas se comporter comme les gens normaux. Les gens normaux devraient agir comme lui, mais ils ne le font pas, car comme les surdoués sont minoritaires,
Ils croient qu'ils ont raison. Et puis pour changer, il faut comprendre la situation, trouver et accepter un changement. Il faut écouter la réflexion du surdoué et se remettre en cause. Or, le niveau d'intelligence des personnes classiques étant plus faible qu'un surdoué, c'est difficile pour eux de comprendre. Mais les humains ont un cerveau complexe. La société humaine est complexe. Le monde sur Terre est complexe. Les interactions avec les animaux, les plantes, le climat sont complexes. Ne pas réfléchir comme nous l'avons toujours fait à la one again est complètement dépassé depuis des dizaines d'années. Cette façon de fonctionner appartient au passé, pas au présent, pas au futur. Une page doit être tournée, pas le choix, pas d'humanité sans faire cela, uniquement de la monstruosité. Si on ne fait pas cela, fin. Comme je l'ai dit pour le respect des femmes, appliquer cette théorie impliquer trop de changements. Créer une belle, bonne organisation sociale, c'est la théorie, implique en pratique trop de changements. Pour l'instant, on vit dans l'illusion d'avoir une belle société. Fin. Fin de la vidéo, ça va couper.